Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, le Cameroun et ses défis. Si vous tournez plusieurs fois autour d'un même arbre, c'est que vous avez perdu votre chemin. Il faut changer de direction. Proverbe africain. Des voix s'élèvent ici et là pour réclamer le changement et une meilleure gouvernance au Cameroun. Nos parents se sont battus pour les indépendances dont nous célébrons cette année, un peu partout en Afrique, les cinquantenaires. Il nous revient maintenant de mieux gérer nos pays pour y démultiplier les opportunités, ouvrir les portes à l'espoir d'un avenir meilleur et restaurer la dignité de l'identité nationale. Le futur est plein de possibilités si nous les choisissons, y croyons et y travaillons dans le présent. En effet, comment pouvons-nous nous engager à faire changer les choses si nous croyons, avant même d'avoir commencé, que jamais rien ne changera en notre faveur? Comment pouvons-nous faire des sacrifices aujourd'hui en épargnant, en faisant de longues études ou en explorant les opportunités, si du futur nous n'avons qu'une sombre peinture? Ceux qui font changer les choses ont une vision claire du futur qu'ils veulent pour eux et pour les leurs, et mieux encore, ils vivent le présent comme s'ils étaient déjà dans ce futur-là. En nous enfermant dans notre zone de confort par peur du changement, nous perpétuons le présent et créons un futur qui lui ressemble. Tout n'est pas perdu. Ne va pas là où il y a déjà un chemin. Au contraire, va là où il n'y en a point et laisse en un derrière tes pas. Ralph Waldo Emerson. Dans notre pratique médicale à Tchang dans l'ouest du Cameroun dans les années 90, nous avions fait la connaissance de deux couples dont l'histoire illustre bien notre propos. Un verre à moitié plein et à moitié vide. Le premier couple était venu en consultation sur la planification familiale. Lui venait d'abandonner ses études universitaires après la deuxième année, pour se reconvertir en conducteur de mototaxi appelé ici Moto Klendo. Sa jeune épouse était couturière, et tous les deux rêvaient de ne pas avoir plus de 3 enfants et ceci afin de leur consacrer toute l'attention et l'affection nécessaires pour leur développement. Ils avaient, comme les autres jeunes dans les mêmes conditions, beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, mais s'étaient organisés pour ne pas dépenser plus que ce qu'ils gagnaient. Bien mieux, Madame était membre d'une association de femmes du quartier spécialisée dans l'épargne-crédit appelée ici Tontine. Monsieur donnait des cours de mathématiques comme répétiteur le soir après ses longues journées de moto Klendo. Ils étaient venus tous les deux prendre conseil pour la conception de leur premier enfant. Ils avaient le projet d'acheter un petit lopin de terre en périphérie de la ville, pour y construire leur maison, et avaient commencé à faire des économies pour les études futures de leur enfant en projet. Madame se voyait avec son propre atelier, dans un futur pas très lointain et monsieur se préparait pour s'inscrire à un programme de cours par correspondance, pour une licence en mathématiques, qui le qualifierait pour le concours de l'école normale des professeurs de lycée. Tous les deux étaient croyants et pratiquants. Ils s'étaient portés volontaires pour animer des mouvements de jeunes dans leur congrégation. L'avenir politique du Cameroun les intéressait, et non seulement ils s'étaient inscrits sur les listes électorales de leur quartier, mais ils discutaient avec leurs amis des programmes des candidats pour faire le bon choix au final. Ils étaient plutôt progressistes et rêvaient tous deux du changement qui tardait à venir au Cameroun, mais ils avaient confiance en l'avenir et savaient qu'avec leur contribution et leur engagement, les choses finiraient par s'améliorer. Chaque fois qu'ils arrivaient en consultation, ils rayonnaient d'une vraie joie de vivre et leurs yeux brillaient quand ils parlaient de leurs projets futurs. C'était comme s'ils y étaient déjà. En fait, ils y croyaient fermement et y travaillaient avec détermination. La bonne nouvelle, c'est que des jeunes comme ceux-ci, il en existe partout sur l'étendue du territoire camerounais. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un gouvernement capable de créer le cadre approprié dans lequel ils peuvent, par leur travail, transformer leurs rêves en réalité. Ils pensent à leur futur et y travaillent de façon à construire dans le même temps leur pays. Le deuxième couple était venu nous voir après des examens de laboratoire qui avaient confirmé une tuberculose pulmonaire chez tous les deux. Notre discussion avec eux nous avait permis d'apprendre que lui était mécanicien et avait arrêté ses études après l'école primaire, alors qu'elle était mère au foyer avec le brevet d'études du premier cycle, BEPC, c'est-à-dire avec 3 années d'études de plus que lui. Lui était âgé de 35 ans et elle d'à peine 25 ans. Tous les deux avaient déjà 4 enfants en bas âge.
Madame n'avait jamais travaillé puisque monsieur, très jaloux et un peu complexé du fait qu'elle était plus instruite, redoutait de la laisser sortir. Et pour la garder très occupée au foyer, il s'arrangeait pour qu'elle soit enceinte aussitôt après le sevrage de chacun de leurs enfants, en lui interdisant l'utilisation de toute méthode de contraception. L'espacement entre les naissances était donc très court, ce qui augmentait les risques pour les enfants d'être malades ou malnutrices. Monsieur buvait de l'alcool en excès, et au moins une fois par semaine, revenait saoul le soir et rentrait dans des colères inattendues qui se terminaient toujours par des violences ou des abus soit sur ses enfants soit sur son épouse. 2 des 4 enfants avaient déjà été hospitalisés pour malnutrition sévère. Les autres n'étaient pas complètement vaccinés. Ce couple vivait dans le quartier le plus insalubre de la ville, et n'avait d'autre préoccupation que de gérer le quotidien. Ils n'avaient tous les deux aucune perspective, et ils parlaient du futur comme de quelque chose de totalement incertain et imprévisible, qu'il était illusoire de vouloir préparer en se privant de quoi que ce soit dans le présent. Ils essayaient de profiter au maximum du présent, et avançaient dans leur vie au gré des événements et des circonstances qui se présentaient au jour le jour. L'alcool et la tuberculose les avaient gravement diminués, leur donnant des allures de petits vieux alors qu'ils n'étaient que de jeunes adultes. Pour eux, la société camerounaise n'était composée que de profiteurs toujours prêts à abuser ou à prendre avantage des autres. Lui aimait parler des policiers mange-mille, qu'il interpellait chaque fois qu'il conduisait pour les tester, les voitures en réparation dans son garage, et ce, juste pour lui demander le gombo, comme on dit ici pour signifier le bakchiche. Et que dire des agents du fisc qui avaient plusieurs fois tenté de fermer son garage. Il y avait aussi des clients qui déposaient leurs voitures pour réparation, et qui les récupéraient sans lui payer sa main-d'œuvre. Des enseignants avaient essayé de profiter de lui, en lui demandant un pourboire pour l'inscription de ses enfants à la maternelle. Madame parlait de l'indécence des infirmiers qui lui faisaient des avances même quand elle était enceinte. Il parlait du Cameroun comme d'une société pourrie, où il n'y en avait que pour les dirigeants solidement assis dans leurs fauteuils et exploitant les autres à tout va. Avec une peinture aussi sombre de leur pays et de leur société, ce couple avait décidé de profiter au maximum de la vie en mangeant et buvant autant que possible et surtout dans les célébrations, funérailles, mariages, baptêmes et autres, où sans nécessairement être invités ils pouvaient avoir des repas gratuitement. Ils élaboraient les stratégies les plus ingénieuses pour éviter de se faire avoir par les autres. Leur créativité, pourtant très prolifique, n'était pas orientée vers la construction d'un futur meilleur puisqu'ils n'avaient aucune perspective future et que les personnes de leur entourage ne leur inspiraient aucune confiance, mais plutôt vers l'élaboration des astuces pour profiter de la vie et ne pas se faire avoir par les autres. Ce scénario, lui aussi très fréquent dans toutes les régions du Cameroun, révèle un mal-être qui va au-delà du couple lui-même et de son présent pour englober tous les déséquilibres de la société qu'une meilleure gouvernance aurait permis de corriger, par exemple, avec la création de maternelles et d'écoles de qualité dans tous les villages et le renforcement du système éducatif avec une attention particulière à la stimulation des enfants et à leur développement en bas âge. Il est du devoir d'un État soucieux de l'épanouissement de la personne humaine, et qui le place au centre de son développement d'assurer la présence de structures de prise en charge pour des personnes et des couples dans une situation comme celle décrite. L'État doit aussi prendre des dispositions pour que tous les enfants, quel que soit leur milieu, aient droit à une bonne éducation. Le système social au Cameroun devrait de façon globale être renforcé pour permettre à ceux de nos compatriotes qui traversent des moments difficiles, ou ceux à qui la vie n'a pas toujours souri, de retrouver le support et l'encadrement nécessaires pour leur permettre de réintégrer leur communauté de façon active, positive et productive. Bâtir le futur aujourd'hui. Par la suite, dans notre pratique de consultant ou d'expert international en développement et gestion des projets, nous avons rencontré un peu partout des couples comme les 2 précédents. La réalité n'est pas toujours tendre pour bon nombre, et les défis à relever sont légion pour la majorité d'entre nous. Les 2 couples vivaient dans la même ville et devaient faire face au même type de défis, et pourtant leurs réactions étaient diamétralement opposées. Qu'est-ce qui fait alors la différence ? Il y a plusieurs hypothèses et on peut parler entre autres de l'éducation, des expériences personnelles et de bien d'autres facteurs. Mais si le chef de famille du premier couple avait fait des études universitaires,
celui du deuxième couple gagnait mieux sa vie comme propriétaire de garage. Pour ma part, la différence fondamentale réside dans le fait que le premier couple, même avec moins de ressources que le deuxième, croyait en son futur et y travaillait contrairement au deuxième qui n'avait aucune perspective future. Les leaders que nous pouvons tous devenir, vivent hors de leur zone de confort et explorent le futur en prenant les risques qui s'imposent. Ils pensent à chaque fois aux alternatives. Ils pensent aux choses qui ne sont pas et anticipent. Ils font des plans sur des choses au-delà de notre imagination, mais chaque fois, avec la profonde conviction qu'elles sont possibles et que par leur réalisation notre vie sera meilleure. Pour nous libérer de la peur de manquer de l'essentiel et laisser jaillir la créativité en nous, nous devons d'abord renforcer notre foi en l'avenir et notre confiance en un futur meilleur. Nous devons croire avec certitude que le futur est plein de promesses et que là la moisson de nos champs lassera les faucilles, et les fruits passeront la promesse des fleurs, Malherbe. Il faudra pour cela que, nous réactualisions nos valeurs et principes que nous gardons solidement ancrés dans nos vies, et que nous acceptions que pour changer les autres il faut d'abord nous changer nous-mêmes. Nous continuons d'améliorer la façon d'être et de communiquer avec les autres, en apprenant par exemple à mieux écouter et à écouter pour mieux apprendre. Nous élargissions notre champ de connaissances en reconnaissant avec humilité que les autres ont toujours des choses à nous apprendre. Nous libérions notre créativité en explorant au-delà de l'imaginable et enfin nous pensions global, agissions local et accomplissions maintenant. Pour sortir de la crise actuelle, les Camerounaises et les Camerounais auront besoin d'une approche comparable à celle d'un architecte qui conçoit, dessine et bâtit une nouvelle société. Or l'approche proposée par les dirigeants actuels est plutôt comparable à celle d'un plombier qui essaie de boucher la multitude de trous dans le vase, lequel coule décidément de partout. La maison est entièrement sous l'eau, et le système de gestion entièrement grippé ou dépassé. Il nous faut en inventer un nouveau qui repose sur des bases différentes et qui s'engage sur des priorités nouvelles, avec au centre le bien-être de l'ensemble des citoyens et non plus la concentration de la fortune aux mains d'une minorité, arrogante et insensible aux souffrances du peuple. Le besoin de changement radical de système pour la mise en place du développement à visage humain, c'est maintenant et c'est ce que nous proposons. Comprendre la crise actuelle. Les personnes sensées s'adaptent à leur environnement, et celles insensées cherchent à adapter leur environnement à elles, et le progrès vient des personnes insensées. Georges Bernard Shaw. Tous les observateurs reconnaissent la nature sans précédent de la crise que traverse le Cameroun, et qui, en attaquant à la fois les secteurs économiques, socioculturels et politiques, crée une synergie des effets négatifs et en amplifie l'impact. À partir des années 1980, la société camerounaise s'est construite autour d'un modèle économique à prédominance néolibérale, qui promet l'amélioration des standards de vie de tous, à condition de laisser libre cours au marché dans un environnement où les institutions judiciaires, législatives et exécutives sont indépendantes. En emboîtant le pas sans réserve à ce modèle dominant, personne ne se doutait du coût social que l'application rigide de ces prescriptions ferait payer à notre jeune nation. Parce que l'on nous a fait croire qu'un marché libre et sans régulation garantirait la justice et l'équité, et donnerait à chacun sa chance d'accumuler des biens, nous avons continué comme lorsque l'on joue à la loterie, d'essayer encore et encore, en nous nourrissant de l'espoir de pouvoir un jour gagner. Mais plus les travailleurs moyens s'appliquent, plus le fossé entre eux et la poignée d'individus détenteurs du capital et ou du pouvoir grandit. Pendant que cette minorité amasse sans limite les ressources et richesses du pays, la majorité de la population croupit dans la misère avec à peine de quoi couvrir ses besoins de base. Il devient alors de plus en plus clair que même si de façon globale, le modèle néolibéral stimule la croissance globale du pays, il accentue dans le même temps l'écart entre les riches et les pauvres, aggrave les injustices sociales et crée de grandes frustrations à tous les niveaux. Or, au fur et à mesure que cette crise s'aggrave, nombre de nos dirigeants se désengagent de la gestion du pays pour se consacrer au pillage de ses ressources qu'ils s'empressent d'aller cacher en Occident. Sur le plan politique, l'absence d'un état de droit et la prolifération à tous les niveaux de la corruption donnent libre cours au népotisme, clientélisme et passe-droit. La population, à prédominance jeune, vit pour une proportion considérable en dessous du seuil de la pauvreté absolue.
Une crise sociale importante balaie de façon très forte notre pays. Il y a une accumulation de biens entre les mains d'une classe réduite de dirigeants, coupée du peuple et de ses difficultés. De nombreux élus locaux, responsables politiques, hauts fonctionnaires et élites à tous les niveaux perdent la capacité à résister au pouvoir de l'argent. Dès lors, tous les milieux, du sommet à la base, sont gangrenés par la corruption et l'appât du gain. Toute parcelle d'autorité donnée à une personne devient source de marchandage et on se justifie en reprenant le fameux refrain de « La chèvre broute où elle est attachée ». Du policier au maître d'école et du directeur d'une entreprise publique au médecin, très souvent il faut payer en espèces ou en nature pour obtenir que le service auquel le citoyen camerounais a légalement droit lui soit rendu. Les élus locaux, à tous les niveaux, perdent la capacité de résister au pouvoir de l'argent qui renforce la corruption et ses trafics d'influence. Les institutions de l'État, héritées pour la plupart de l'époque coloniale, concentrent l'essentiel du pouvoir aux mains de l'exécutif et plus particulièrement du chef de l'État, affaiblissant ainsi les pouvoirs judiciaires et législatifs restés embryonnaires. L'absence d'une vraie culture démocratique ne permet pas aux populations de contrôler les dérapages bureaucratiques du système. Elle les empêche de faire valoir un code éthique de bonne conduite en matière de gouvernance ou encore, très simplement, de mieux s'organiser pour faire entendre leur voix et faire valoir leur opinion dans les décisions de gestion et de gouvernance. Des pseudo-partis politiques se sont créés à tout va, encouragés par le pouvoir en place dans l'intention d'affaiblir une opposition qui peine à constituer une force de proposition, l'objectif étant de brouiller les pistes sur la base du diviser pour mieux régner. Et quand tout cela ne suffit pas, des coups de ciseaux sont donnés allègrement et sans gêne à la Constitution pour museler davantage le peuple et assurer au monarque la garantie d'une présidence à vie qui ne porte pas son nom. Les intolérances de toutes sortes et la tendance schizophrénique des dirigeants à trouver des ennemis dans tous ceux qui ne pensent pas ou n'agissent pas comme eux, suscitent un climat de suspicion et de peur généralisée, où les besoins essentiels de liberté, d'identité, de protection, de participation et même de subsistance sont obstrués à longueur de journée. On en arrive à des situations comme celle de février 2008, où de paisibles citoyens, jeunes pour la plupart, manifestant contre la vie chère ont été sévèrement réprimés sous le prétexte de la protection de la paix civile et du maintien de l'ordre public. Cette violence de l'État entraîne, par la frustration des besoins essentiels de protection et de liberté, une grande anxiété et contraint de nombreux citoyens à l'exil forcé. Cette expatriation affecte très sérieusement, à son tour, le besoin essentiel d'identité puisque les victimes perdent leurs repères sociaux et culturels, pour en adopter de nouveaux dans un environnement qui leur est totalement étranger, et où souvent elles deviennent de simples statistiques, même quand elles bénéficient de meilleures conditions de vie matérielles. C'est en augmentant le degré d'efficacité et de flexibilité de la gouvernance de notre pays que nous pourrons stimuler la créativité et faire émerger des opportunités nouvelles pour nos citoyens. Mais au moment où le sommet travaillera à augmenter son efficacité et sa flexibilité, il faudra impérativement que la base renonce à sa passivité et son fatalisme pour commencer à influencer très activement le fonctionnement des structures mises en place pour la bonne gouvernance. En effet, l'exemple de pays africains au sud du Sahara qui ont connu des changements de dirigeants au cours des dernières décennies, changements survenus, soit par la force, ce que nous ne souhaitons pas au Cameroun, soit par des élections dont les résultats ont été acceptés par tous, ont démontré comment le changement au sommet ne peut pas à lui seul entraîner l'amélioration des conditions de vie des citoyens. En dehors du Ghana et de l'Afrique du Sud, et dans une moindre mesure du Mali et du Sénégal, les changements d'équipe dirigeante n'ont pas empêché nombre de pays de cette région à retomber dans les mêmes systèmes de corruption et d'abus de pouvoir, où les nouveaux riches comme ceux qu'ils ont remplacés, dilapident de façon ostentatoire les ressources précaires de la nation, alors que la majorité de la population croupit dans la misère. Il n'en sera pas différemment avec le Cameroun, si nos efforts se concentrent seulement à changer d'équipe dirigeante. Toute équipe dirigeante ne peut perpétuer sa prédation sur les ressources du pays, que parce que le peuple camerounais ne se lève pas comme un seul homme pour mettre fin à cette situation. Sur le plan socioculturel, la marginalisation, l'exclusion,
La frustration et l'appauvrissement des masses créent un climat d'insécurité et de dépression sans précédent. La crise d'identité socioculturelle et la fragmentation du tissu social fragilisent l'intégration et la communication entre différentes générations, divers groupes et mouvements sociaux pourtant indispensables à la vitalité de la société civile. La pensée dominante est devenue celle selon laquelle la fin justifie les moyens, ce qui entraîne des ramifications de plus en plus complexes et limite l'efficacité dans l'exécution des plans stratégiques de développement même les plus élaborés. L'accessibilité très limitée au système de santé, la pauvre qualité des services ainsi que l'insécurité croissante dans nos quartiers fragilisent le besoin essentiel de protection. Nos écoles et notre système d'éducation sont plus tournés vers l'instruction ou la mémorisation que l'acquisition des compétences. Elles ne forment pas les citoyens pour les équiper d'outils indispensables à une vie productive et épanouie dans nos sociétés aux défis multiples, et dans un monde globalisé. Au niveau central, le régime politique s'appuie tactiquement sur les systèmes féodaux en place dans chaque région. En effet, les dirigeants s'entourent des enfants ou représentants des chefs traditionnels qu'ils intègrent dans leur rang pour s'attirer leur faveur et fidéliser leur allégeance. En contrepartie du recrutement de leurs enfants, ces chefs traditionnels qui règnent sans partage sur leur population, pèsent de tout leur poids pour garantir au pouvoir en place les votes de leur population aux élections. On comprend alors comment, dans ces conditions, le système se perpétue de génération en génération sans qu'aucune force interne n'arrive à se mobiliser suffisamment pour le remettre en question. Tout ceci concourt à la perpétuation d'une culture qui limite les opportunités des citoyens et concentre autant le pouvoir que les ressources entre les mains de la minorité dirigeante au lieu de les distribuer équitablement pour le bien de tous. Toujours sur le plan culturel, les influences émotionnelles que notre entourage exerce sur nous et qui alimentent souvent les sentiments d'égocentrisme, d'intolérance, de médisance, voire de tribalisme, sont légion. Ces influences ou attentes de notre entourage sur notre façon de nous comporter, pas toujours en conformité avec nos aspirations profondes, servent plus les intérêts de ceux qui les expriment. Or, en vivant de cette façon simplement pour satisfaire les attentes des autres, nous étouffons l'appel intérieur de notre mission personnelle et unique qui stimule la créativité, l'enthousiasme et l'énergie dont nous avons besoin pour changer le monde. L'une des conditions premières du bonheur, c'est de découvrir ce à quoi nous voulons consacrer notre vie, c'est-à-dire cette mission personnelle. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons apprécier le chemin à parcourir et y travailler avec les autres pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Si au lieu de cela, nous choisissons, comme on peut souvent le rencontrer au Cameroun, de céder à la pression des autres, de reproduire ce qu'ils font ou ce que nous croyons qu'ils attendent de nous, alors nous étouffons notre créativité et limitons notre potentiel personnel. Pour changer le Cameroun, changeons nos pensées, libérons-nous du mimétisme, et faisons ce qui est conforme à nos aspirations les plus profondes. En général, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.